Bonjour à tous, bienvenue au 16e Meetup Computer Vision Paris. D'abord, bonne année à tous on est super content de commencer l'année 2021 avec ce nouveau Meetup. Aujourd'hui, on a deux talks. On a Étienne qui est doctorant chez Sicara depuis septembre, qui nous parlera de ses travaux de recherche et notamment du meta-learning, c'est-à-dire des algos qui apprennent à apprendre. Et ensuite, nous aurons Vincent, co-founder et CTO de Diplomatic, qui nous parlera de ce qu'ils ont développé pour mettre dans les mains du métier des solutions d'IA sur mesure. Les talks durent environ 20-25 minutes. N'hésitez pas pendant le talk à poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y a des messages. Vous m'entendez tous bien? J'ai l'impression que c'est bon. Si c'est bon, on va commencer tout de suite du coup avec Étienne. Étienne, je te laisse la main. Tu la sachette? Yes. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, comme Antoine l'a dit, j'ai démarré une thèse il y a 3-4 mois sur le sujet des algos de meta-learning, donc qui apprennent à apprendre, et de comment on peut les appliquer pour faire de la reconnaissance d'image avec peu d'exemples. Donc, on a pas mal de problèmes qui se posent à Sicara, qui sont liés au manque de données labellisées sur des problèmes de reconnaissance d'image. Donc, je vais commencer par vous raconter un petit peu ces problèmes. Et ensuite, je vais vous parler du coup de ces algos de meta-learning et de comment ils fonctionnent, en particulier pour la classification d'images en few-shot. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans les détails. On va expliciter un algorithme, comment il marche, donc histoire que vous puissiez concrètement utiliser une de ces méthodes-là après sur vos petits projets. Et après, à la toute fin, je vous raconterai un petit peu les axes de recherche qu'on a pour améliorer l'état de l'art du meta-learning appliqué à la reconnaissance d'image. Du coup, les problématiques qu'on a. Donc, liées au manque de données, il y a deux principaux problèmes. Le premier, c'est qu'en début de projet, on a un gros bottleneck au niveau de l'acquisition de données, c'est-à-dire que la perf de l'algo qu'on essaie de développer est limitée par l'accès à de la donnée labellisée de qualité. Donc, à la fois, on peut manquer d'images, parce que sur certains projets et sur certains flux, c'est très compliqué de mettre en place un système d'acquisition d'images qui soit isoprod, donc bien dans les conditions de production. Ça peut être compliqué, ça peut prendre du temps. Et après, une fois qu'on a ces images, ça peut être compliqué de les labelliser. Parce que donc il y a des cas où la labellisation va être très simple parce qu'on peut la faire faire simplement. Par contre, il y a des cas où la labellisation nécessite l'intervention d'un expert, quelqu'un qui a une compétence un peu rare, et à ce moment-là, c'est coûteux et c'est compliqué de le trouver rapidement. Le deuxième problème qu'on a, c'est que quand on a un algorithme en prod, en fait, la tâche qu'il essaie de résoudre, elle change tout le temps. C'est-à-dire que, donc là, je vous mets dans le cas d'un problème de reconnaissance d'outils. Imaginez que vous êtes une plateforme, par exemple, d'e-commerce qui vend des outils, de bricolage de toutes sortes. Et donc, vous avez un catalogue d'outils et ce que vous voulez, c'est que quand on vous fournit une photo d'un outil, vous puissiez dire il s'agit de tel modèle ou tel modèle ou tel modèle. Ou telle marque, ou simplement juste c'est une scie ou c'est une tondeuse, etc. Du coup, au premier jour, vous allez avoir une tâche qui va être de, quand on vous donne une image, la classifier parmi, par exemple, scie, tondeuse ou casque anti-bruit. Mais après, le problème peut évoluer, c'est-à-dire qu'imaginons que vous n'avez plus de scie dans votre catalogue, vous ne vendez plus de scie, et à ce moment-là, la tâche, ça va être, étant donné une photo, la classifier parmi seulement tondeuse ou casque anti-bruit. Au jour 3, ça peut être encore autre chose. On peut avoir réinsérer la scie au catalogue et ajouter encore le casque de chantier comme
une quatrième catégorie. Et encore un jour plus tard, on peut décider que en fait, la distinction casque anti-bruit, casque de chantier, on ne la veut plus et qu'on veut classifier tous les casques comme des casques. Donc c'est un problème qui change toujours. Et si on utilise un réseau de neurones classique, un classifier, comme on fait tout le temps, avec du coup à la fin une couche fully connected qui classifie avec, par exemple, si on a 4 classes de sortie, qui a un vecteur de taille 4 en sortie, et cette couche-là, il faut la réentraîner à chaque fois qu'on va changer le nombre ou la nature des classes. Donc ça a motivé, en tout cas à Sikara, le début, un intérêt pour les algos de meta-learning. On va voir pourquoi. Déjà, ce que c'est que le meta-learning en théorie, c'est apprendre à apprendre. Donc ça a été introduit par messieurs Thrun et Pratt il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et ils distinguent deux choses. D'une part, apprendre, ce qui est ce que font tous les algos qu'on connaît très bien, qui est donc un algorithme, il apprend si sa performance à une tâche s'améliore avec l'expérience sur cette tâche. Ça veut dire qu'on va donner à un algorithme une tâche, on va lui demander de la résoudre des milliers de fois, et à chaque fois qu'il va tenter de la résoudre, il va avoir un retour qui va lui permettre de s'améliorer à cette tâche. À côté de ça, apprendre à apprendre, c'est quand la performance de l'algorithme à chaque tâche d'une famille de tâches s'améliore à la fois avec l'expérience sur cette tâche et avec le nombre de tâches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de donner à notre algo une seule tâche qu'il doit résoudre encore et encore et encore, on va lui donner plein de tâches. Et pour chaque tâche, on va lui demander de la résoudre quelques fois. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle tâche, il va être un peu meilleur pour résoudre cette tâche en autant de fois. Et du coup, il est meilleur à la fois avec son expérience sur cette tâche, c'est-à-dire qu'en essayant de résoudre une nouvelle tâche, quelques fois, il va devenir un petit peu meilleur, mais aussi, à chaque nouvelle tâche, il va être un petit peu meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire en classification d'images? On va en fait déterminer une tâche par rapport aux classes parmi lesquelles on veut classifier l'image. Donc une première tâche, ça peut être de classifier parmi simplement scie, tondeuse et casque anti-bruit, une deuxième parmi sécateur, talkie-walkie et perceuse. Mais les classes peuvent aussi revenir, donc la troisième, ça peut être le casque anti-bruit, la perceuse et la tondeuse, le sécateur et la tondeuse. Voilà. Une variation de tâche, ça va être de lui donner plein de nouvelles classes et à partir de ça, on va sampler des petites tâches de classification. Donc, en particulier, on va sampler des tâches de classification few-shot. Pourquoi few-shot? Few-shot, c'est quand on a peu de données. Elles sont toutes labellisées, mais on en a peu. Donc, les problèmes dont on a parlé tout à l'heure qui pouvaient se poser, à la fois en début de projet quand on a peu de données, ou à la fois quand on a des nouvelles classes qui arrivent à la volée et qu'en fait, on a très peu de données dessus, mais qu'on veut quand même pouvoir bien les classifier, c'est des tâches qu'on appelle de few-shot. Donc, si on veut le formaliser, on va poser un support set qui est nos images labellisées. Donc, quelques images, un catalogue d'images labellisées dont l'algo va pouvoir utiliser des informations pour ensuite classifier des images d'un query set. Donc ça, c'est des données dont on n'a pas les labels et dont on veut prédire les labels. Donc ici, ça, c'est une tâche de classification few-shot. Pourquoi? Parce qu'on a peu de données pour chaque classe dans le support set. On a peu de données labellisées. Typiquement, dans la littérature, ça va être de l'ordre de moins de 10 images par classe. On va considérer ça comme du few-shot. Comment on fait ça? On va en fait utiliser ce qu'on appelle un meta-training set, qui est un gros dataset avec beaucoup de classes. On a dit qu'un algo de meta-learning, il apprenait avec la variation, avec une grande quantité de tâches. Et ben, on va vouloir du coup lui permettre d'apprendre sur une grande quantité de tâches. Pour ça, il va nous falloir beaucoup de classes. Et donc là, dans ce modèle-là, on sait qu'on a peu d'images d'exemples pour des scies, des tondeuses et des perceuses. Du coup, on va utiliser plein d'autres classes pour faire un algorithme, pour faire un dataset de méta-entraînement. Donc, ce sont des classes qui seront ni scie, tondeuse ou perceuse. Disons qu'il n'y a pas besoin d'avoir scie, tondeuse et perceuse dans ces classes. Si elles sont là, tant mieux. Mais pour un peu la pureté du problème, on ne les met pas. Comme ça, on prouve que l'algorithme est capable de s'adapter en seulement quelques exemples de scie, tondeuse et perceuse. Donc, on va d'abord faire un méta-entraînement sur ce méta-training set et ensuite appliquer sur le support set et le query set.
Parce que sur ce dataset de méta-entraînement, on n'apprend pas, comme de manière standard en apprentissage, un classifieur, mais on apprend un mapping d'un support set vers un classifieur. Du coup, l'algorithme, il va savoir, une fois qu'on lui donne un support set, sortir un classifieur qui va permettre de classifier les données du query set de manière efficace. Donc, pour faire bien le parallèle avec l'apprentissage, on apprend un mapping image-label et on utilise des paires image-label comme instance d'entraînement. À l'inverse, en meta-learning, donc on va apprendre un mapping support set vers image-label. Et du coup, dans les instances d'entraînement, ça ne va pas être des couples image-label, mais ça va être des couples support set, query set. On va donner à l'algorithme l'information labellisée d'un support set, on va lui donner les images d'un query set, et on va le juger sur sa capacité à fournir une classification précise pour les images du query set. Et du coup, on va calculer la loss seulement sur les images du query set, et c'est cette loss-là, c'est le gradient de cette loss-là qu'on va backpropager pour mettre à jour les poids du modèle. Et donc ce couple support set, query set, on appelle ça un épisode, d'où l'appellation d'entraînement épisodique qui est au centre du meta-learning. Donc maintenant, on va voir, parce que vous avez un peu la connaissance de ce que c'est que le meta-learning et comment ça marche globalement, y compris pour la computer vision, mais si vous vouliez l'utiliser demain sur un projet, vous ne pourriez pas actuellement, a priori. Du coup, je vais vous montrer un algo en particulier qui s'appelle les prototypical networks. Pourquoi est-ce que je vous parle de celui-là et pas d'un autre? Parce que c'est un des algos les plus utilisés dans la littérature pour deux raisons. D'une part, il a des bonnes perfs, et d'autre part, il est assez simple à comprendre, il est assez intuitif, et il est aussi assez simple à implémenter. Si vous voulez vous aventurer là-dedans, vous vous en rendrez compte. Alors, comment ça marche? Donc, on a un support set, et pour simplifier, cette fois-ci, j'ai mis qu'une seule image query, mais on pourrait avoir un query set avec plein d'images qu'on va vouloir classifier. Donc, on commence par extraire un vecteur de features pour chaque image. C'est-à-dire, c'est un feature extractor, c'est simplement un réseau de neurones dont on a coupé la tête. Il ne fait pas la classification. Simplement, il extrait un vecteur de features, par exemple, de taille 1024, mais ça peut être n'importe quelle autre taille en fonction des spécificités du problème qu'on veut traiter. Donc, on va extraire ces vecteurs de features. Et ensuite, pour chaque classe, on va calculer un prototype à partir des vecteurs de features, des images de cette classe dans le support set. C'est-à-dire que là, dans le support set, j'ai deux images pour chaque classe, ça m'a donné 6 vecteurs de features. Et à partir de ces 6 vecteurs de features, je vais calculer un seul prototype pour chaque classe. En général, le plus simple, c'est qu'on prend la moyenne des vecteurs des images d'une classe, et ça nous donne un prototype, donc aussi en dimension 1024. Et ensuite, on va comparer l'image query à chacun de ces prototypes. Et pour classifier, on va juste utiliser le softmax des distances euclidiennes. Donc, on va juste calculer la distance de notre vecteur query à tous les prototypes. Et à partir de ces distances, on va pouvoir fournir une classification, donc le classifier, a priori, au prototype le plus près. Et ensuite, avec ce score de classification, on va pouvoir utiliser, donc, avec le gradient de la loss qui est calculé sur cette classification, mettre à jour les poids du feature extractor. Et pourquoi? Parce que toutes les opérations qu'on a faites là sont différentielles. Et du coup, si on revient au problème qu'on avait du problème en constante évolution, on a vu qu'il allait poser problème si on était sur un classifieur standard, parce qu'il faudrait réentraîner la tête à chaque fois. Là, c'est en fait assez simple, puisque on a juste à fournir à l'algorithme quelques images de scie, quelques images de tondeuse et quelques images de casque anti-bruit. Et simplement par comparaison de chacune de ces queries à ces images et au prototype qu'on va constituer avec chaque classe, il va pouvoir donner une classification. Et ça va forcément dépendre des classes, mais ça va être robuste au changement du problème. Bon, maintenant, donc ça, c'est l'état de l'art, qui est le Prototypical Network, c'est 2017. On en a fait d'autres depuis, certains marchent un peu mieux, mais sont beaucoup moins efficaces. Mais certains marchent un peu mieux, mais sont beaucoup moins simples à appréhender. Donc, je n'en ai pas parlé là, mais vous pourrez les découvrir si vous voulez. Mais maintenant, je vais vous parler un petit peu de la recherche qu'on fait à Sicara pour aller un peu plus loin. Donc, je vous ai parlé de sampler des épisodes
de méta-entraînement, des épisodes de classification pendant le méta-entraînement. Habituellement, on fait ça de manière random, c'est-à-dire qu'on va sélectionner de manière random, complètement random, par exemple là, 3 classes à chaque épisode, et on va choisir des images dedans. Ça, c'est l'option 1. Il y a l'option 2 qui est plus intéressante, par exemple, de sampler des tâches difficiles. Un papier qui est sorti en 2020, qui s'appelle Adaptive Task Sampling for Meta Learning, qui propose de sampler des tâches difficiles. Et leur mesure de difficile, c'est à quel point est-ce que l'algorithme, plutôt dans l'entraînement, s'est trompé. Donc, 2 classes vont être souvent samplées ensemble si l'algorithme les a confondues par le passé. Après, il peut y avoir aussi beaucoup d'autres définitions de difficiles qu'on peut imaginer et pour faire une nouvelle stratégie de sampling des épisodes. L'option 3, qu'on explore en particulier actuellement, c'est d'exploiter la sémantique des classes. C'est-à-dire que dans des cas concrets, on va souvent en fait, rencontrer en production des tâches de classification avec des classes qui sont proches. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de distinguer des objets qui sont proches et de les mettre dans notre classe. Donc, on pourrait exploiter la sémantique des classes du dataset d'entraînement pour choisir souvent des classes qui sont proches sémantiquement, ce qui du coup donnerait a priori des tâches plus difficiles. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est une partie de l'architecture ImageNet. Vous connaissez sûrement tous le dataset ImageNet. Bah, il est fourni avec cette architecture-là, qui permet en fait, donc toutes les classes d'ImageNet, c'est des feuilles d'un graphe dirigé et acyclique, qu'on appelle un DAG, et ce qui fait qu'en fait, on peut définir la proximité sémantique de classes avec simplement la hauteur dans cet arbre, qui est pas donc dans ce graphe, pas un arbre, dans ce graphe du plus proche parent en commun. Donc, on réfléchit à comment on peut exploiter cette sémantique pour faire une stratégie de sampling qui, à la fin, améliore la perf de l'algo qui est entraîné avec. Un deuxième aspect qu'on étudie, c'est le domain shift entre le support et le query set. Les tâches dont je vous ai parlé jusque-là, en fait, elles sont très simples. C'est-à-dire que j'ai des images dans mon catalogue de scie sur fond blanc avec le bon angle, etc. Et je veux après classifier des images de scie sur fond blanc avec le bon angle, etc. Ce qui en fait n'arrive pas du tout dans des cas concrets qu'on rencontre, puisque les images qui vont être fournies après en query, elles sont dans le réel. Donc ce qu'on va avoir, c'est des images de tondeuses sur de l'herbe, des images de scie sur du bois. Et du coup, ça, c'est un domaine différent. C'est des images qui sont issues en fait, de distributions de probabilités différentes. Et fatalement, ces images-là, quand on applique le feature extractor dont on parlait tout à l'heure sur ces images, elles vont être projetées dans des parties complètement différentes de l'espace. Ici, on va avoir d'un côté les images, les vecteurs de features du support set, parce que c'est des images qui sont issues d'une même distribution, elles vont être projetées à peu près au même endroit, alors que les images du query set, elles vont être projetées complètement ailleurs, parce que vous voyez que ces images-là, elles ont à peu près rien à voir. Et du coup, tout l'enjeu, c'est d'étudier une manière de réaligner ces vecteurs de features du query set à l'endroit de l'espace où on a les vecteurs de features du support set, tout en conservant évidemment les relations entre elles, puisqu'on ne veut pas que ce réalignement fasse une confusion entre les classes, puisqu'à la fin, on veut classifier. Donc, c'est tout l'enjeu et c'est un des aspects qu'on étudie maintenant. C'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Maintenant, si vous avez des questions sur le sujet, je vous invite à les mettre dans le chat. Je ne sais pas comment je peux les voir, par contre. Mais super. Personne n'a hésité. Ah, si. Comment sont choisies les images du support set? C'est vrai que c'est intéressant comme question. Déjà, c'est les images qu'on a à disposition. Dans le cas du retail d'outils, par exemple, ça va être les images catalogues que le fournisseur a à disposition.
Après, évidemment, il y a un enjeu d'arriver à construire un support set qui va capter au maximum la diversité des images qui vont pouvoir être proposées dans le query set. Ce qui va évidemment diminuer le problème dont j'ai parlé là juste avant. Mais ce n'est pas toujours possible. Et vous, un exemple de stratégie pour classifier les exemples out of domain que vous avez évoqués à la fin. Alors, on réfléchit à des stratégies qui viennent justement du domaine de recherche du distribution shift. Donc, il y a un ensemble de stratégies qui permettent, à partir en fait de la géométrie, de la distribution globale qu'on peut avoir. Donc, en fait, on ne va pas regarder à ce moment-là chaque instance du query set individuellement, mais on va regarder toutes les instances du query set ensemble et on va essayer de trouver la transformation de ce query set qui va nous satisfaire en supposant que de manière interne, le query set et le support set, donc le domaine target et le domaine source, vont se comporter un peu de la même manière. Donc en fait, on va utiliser la géométrie globale du query set pour arriver à la réaligner avec le support set. Il y a beaucoup de questions confusées en fait d'un coup. Avez-vous analysé la sensitivité du meta-learning au choix du meta-training set? Oui, ça a été fait. Donc, par exemple, il y a une question qui se pose, est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup de classes dans le meta-training set ou beaucoup d'images par classe? Intuitivement, on aimerait qu'il y ait surtout beaucoup de classes parce que on se dit que ça permet de mieux apprendre à généraliser à des nouvelles classes. En fait, il y a un point optimal. C'est-à-dire que, étant donné le même budget global d'images, pour un problème donné, ce n'est pas toujours intéressant de juste augmenter le nombre de classes. Il y a un point optimal. Donc, il y a des études assez intéressantes. Je ne sais pas si j'ai moyen de mettre des liens après sur le Meetup. Super, je mettrai des liens vers ce papier-là. Merci pour la présentation de rien. Dans Prototypical Networks, quel est l'algorithme qui génère les feature maps et comment est-il initialisé? Donc, on prend simplement un réseau de convolution, hein, donc typiquement un ResNet ou quelque chose comme ça. Et pour l'initialiser, on va prendre en fait, un modèle pré-entraîné sur ImageNet en général, c'est ce qui marche le mieux. En pratique, est-ce qu'on peut arriver à un niveau de performance suffisant pour la production comparé à une approche classique avec beaucoup de data label? Non. S'il y a beaucoup de data, c'est l'approche classique en général en pratique qui va être meilleure. Là où les algos que j'ai présentés vont fournir un gain, même s'il y a beaucoup de data, c'est si le problème évolue. Comme je l'ai dit, si vous avez beaucoup de data pour 1000 classes et que un jour vous introduisez une 1001e classe qui, elle, n'a que peu d'exemples, à ce moment-là, l'algorithme de few-shot va vous permettre d'être robuste à ce changement de problème. Quelles sont les limites de l'approche concernant les images avec des composantes à haute fréquence? Le fait de moyenner les vecteurs du support set peut-il poser problème? Alors ça, je ne comprends pas la question de ce que c'est que ce que vous voulez dire par composante à haute fréquence. J'invite à préciser, je vais la relire plus tard du coup. Dans le cas, une classification en constante évolution, y a-t-il une possibilité de créer une classe poubelle? Il y a bien sûr, quel que soit le problème, la possibilité de créer une classe poubelle. Le problème, c'est que en général, les algorithmes vont avoir du mal à différencier la classe poubelle de vraies classes et du coup essayer de détecter des features dans les images qui peuvent justifier d'être amenées à une classe poubelle plutôt que de juste en faire la classe dans laquelle on met quand on n'a pas d'idée. Du coup, c'est en effet un peu pervers. Pour compléter un peu ta réponse, ça dépend aussi beaucoup de l'algo de meta-learning qu'on utilise. Dans le cas du prototypal, je vois un problème, c'est qu'on fait la moyenne des embeddings. Et si ta classe poubelle contient des exemples de choses que tu ne sais pas classifier et qui sont de nature très différente, on risque potentiellement d'arriver à un prototype qui ne correspond à rien en fait. Ouais. La moyenne d'un chat et d'une voiture. En général, la classification va mieux se porter quand on arrive à avoir une cohérence intra-classe. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que les images d'une classe, elles sont dans la même classe parce qu'il y a une raison dans l'image. C'est une classe poubelle, ça ne se montre pas forcément.
Tac, tac, tac. Avez-vous essayé d'exploiter des simulations 3D pour construire le MetaTraining set? Non, on n'a pas essayé. On n'a pas essayé. Dans nos problèmes, ça ne s'est pas posé. Shadmeet. Hop, c'est bon. Est-ce que le transfer learning n'est pas suffisant? Avec quelques images, le retraining ne doit pas être très long et peut donner de bons résultats. Alors, il y a un certain nombre de cas, effectivement, où le transfer learning va être suffisant et il suffit de fine-tuner son modèle. Après, en général, fine-tuner un modèle, c'est quand même un travail de data scientist et ça peut poser des problèmes pour lesquels il faut quelqu'un qui connaisse ce métier pour résoudre. Et du coup, ça ne permet pas de juste donner un algo à notre client qui va être robuste et okay. Quelle est la différence entre labelliser les exemples et classer les exemples dans une classe du support set? Pour moi, c'est des synonymes. J'utilise les deux comme synonymes. Labelliser, c'est donner un label, c'est classifier parmi une des classes. Quelle performance, temps de calcul, occupation de mémoire à la classification meta-learning par rapport à la classification classique? Alors, il va y avoir un challenge qui va se poser quand on fait du meta-learning, c'est que ça force la taille de batch. Ça veut dire que sur la GPU, à un instant donné, vous allez devoir avoir toutes les images, à la fois du support set et du core set, puisque vous faites l'inférence d'un seul coup. Donc, ça fait que vous ne pouvez pas faire des batchs de taille 1, donc ça peut poser des problèmes si vous n'avez pas accès à des bonnes GPU. Pour le domain shift, est-ce que les algos classiques YOLO ou de background subtraction ont leur place? Je ne peux pas vous dire. Alors toujours, si en fait, je peux te donner des pistes de réponse, mais c'est vrai que c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Mais on est dans des cas où même le query set est petit. Et du coup, je pense que les algos de background subtraction, ils doivent avoir besoin quand même d'un certain nombre de données, même non labellisées, et sans doute aussi d'une bonne quantité de données labellisées pour fonctionner. Et du coup, on est dans un setup où on n'a pas forcément ça à disposition. Je suis au bout des questions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais laisser la parole à Antoine. Ah si, la backprop se fait à chaque fin de batch. On peut le faire à la fin de chaque épisode ou bien on peut faire grouper les épisodes et faire une backpropagation globale à la fin. Mais ça va forcément avoir un coût, demander une mémoire GPU plus grande.